À la une de cette édition d'information sur UCAM 24, édition 20h du 11 juin 2013, Sénat, on s'achemine vers la mise en place du bureau exécutif de la Chambre haute du Parlement. Les tractations pour le faire animeront certainement les coulisses de la plénière annoncée pour le mercredi 12 juin 2013. La convocation de cette trouvaille est faite par le doyen du bureau d'âge, choisi lors de la session de plein droit du 14 mai dernier. Cette session intervient au lendemain de la promulgation de la loi portant le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement par la présidence de la République. Et pour parler de cette actualité, nous aurons en ligne de Yaoundé notre correspondant permanent, Sadou Mamoudou, va nous appeler depuis la capitale politique du pays. Justice, Aman Adama Alabar, l'ancienne ministre de l'Éducation de base et 16 de ses co-accusés étaient présentés pour la première fois devant le tribunal criminel spécial ce 11 juin 2013. C'était à l'effet de répondre des faits de détournement des deniers publics en coaction évaluée à la somme de 210 millions de francs CFA. La cause a été renvoyée pour le 11 juillet prochain. Question de permettre à la Cour la mise en l'état du dossier. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur UCAM 24. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, commençons donc cette édition d'information avec l'actualité relative au Sénat, puisque la Chambre haute du Parlement a désormais son règlement intérieur. Il faut dire que ce document promulgué ce 10 juin 2013 par la présidence de la République détermine les règles de fonctionnement et d'organisation de l'institution. Il s'agit au total de 130 articles regroupés en 21 chapitres. L'économie de cette importante loi nous est faite ici par Sadou Mamoudou, Jean-Pierre Bitongo. Sèche tête pour le récit. Cette loi élaborée en application de la Constitution, notamment en son article 22, alinéa 2, met en relief l'organisation et le fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement. Dans ses prévisions, il institue la mise en place d'un bureau d'âge et d'un bureau définitif devant comprendre un président, un premier vice-président, 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. Ils sont tous élus pour 1 an. Ce règlement intérieur ordonne également la constitution de groupes parlementaires par parti, soit au moins 10 membres, et les sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix. Chaque groupe communique au président du Sénat la composition de son bureau qui comprend un président, un vice-président et un secrétaire. Bien plus, il y a l'institution de 9 commissions générales, selon les domaines de compétences bien précis. Chacune d'elles doit comporter au moins 10 membres. Citons la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législation et du règlement, de l'administration, la commission des finances et du budget, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense nationale et de la sécurité. Évoquons aussi la commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, la commission de l'éducation, de la formation professionnelle de la jeunesse, la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, la commission de la production et des échanges et la commission des résolutions et des pétitions. Le Sénat peut constituer des commissions spéciales pour un objet déterminé et d'intérêt national et des commissions mixtes paritaires. Le règlement intérieur du Sénat dispose aussi les modalités de dépôt des projets et propositions de loi ou de résolution, la fixation de l'ordre du jour ainsi que l'organisation des débats avec un rôle important reconnu dans ces domaines à la conférence des présidents qui comprend les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions générales et les membres du bureau du Sénat. Ceci sans préjudice des prérogatives du gouvernement, s'agissant notamment de l'ordre du jour, de la priorité ou de l'urgence et de la recevabilité des propositions de loi. Il y est également arrangé l'engagement de la tenue des séances, les règles sur le quorum et la régulation du temps de parole par le président du Sénat qui assure la police des débats lors des séances plénières. S'agissant de la procédure législative, le règlement intérieur précise les modalités de discussion des projets ou propositions de loi, les modes de votation, la délégation de vote, la recevabilité et la discussion des amendements déposés, ainsi que les rapports entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale par le Sénat, divers moyens sont offerts aux sénateurs, pétitions et commissions d'enquête constituées sur des faits déterminés avec des missions et dans des délais encadrés. D'autres dispositions consacrées au statut du sénateur renvoient aux attributs, insignes, écharpes et cocardes, aux immunités et au régime des incompatibilités, aux cas de vacances, aux indemnités et aux autres avantages accordés aux membres du bureau et des corps parlementaires, etc. Voilà qui est donc dit. Après donc l'adoption de ce projet de loi portant règlement intérieur
de la Chambre haute du Parlement par les députés et par les sénateurs eux-mêmes en plénière, et puis son examen par la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, et en définitive sa promulgation par la présidence de la République. Voilà qui met donc définitivement et probablement très progressivement la Chambre haute du Parlement et qui va donc rentrer dans ces faits. Sadou Mamoudou, vous êtes le correspondant permanent de Camille 24 à Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir, Constant Écolé. Bien, il faut dire qu'après les expectatives constatées autour de la mise en place définitive de la Chambre haute du Parlement, la nouvelle est enfin tombée en mi-journée. Le Sénat se réunit demain en plénière. Ce sera donc le mercredi 12 juin 2013. Quels peuvent être, selon vous, les grands points inscrits à l'ordre du jour de cette assise? Il faut dire, Constant Écolé, c'est l'actualité la très attendue demain, mercredi 12 juin 2013, élection du bureau exécutif, car la loi, elle, est formelle. La Chambre haute du Parlement camerounais a jusqu'au 13 juin 2013 pour se constituer. À cet effet, donc, ce bureau se doit de prendre en compte la coloration politique du Sénat et les membres ont un mandat de 12 mois et renouvelable une fois. Cependant, ceux issus de la session de plein droit restent d'actualité jusqu'à la prochaine mandature à la faveur de la rentrée de l'année législative. Très bien. Il faut dire que ils sont donc très attendus demain. Ils ont d'ailleurs été convoqués par le doyen d'âge qui n'est rien d'autre que Victor Issimi Muketengo. C'est le sénateur DPC de la région du Sud-Ouest qui fait donc office ici des doyens d'âge de la Chambre haute du Parlement pour l'instant. Il faut dire quelle est donc l'ambiance qui règne ce soir, aussi bien du côté de l'hémicycle de Ngoï-Écolé, où ces derniers sont supposés se retrouver demain pour la séance plénière, pour la session plénière, et aussi du côté du Mont-Fébé, où ils sont logés pour la plupart. Voilà, Constant Écolé, pour ce qui est, n'est-ce pas, du quartier général des sénateurs, notamment le Mont-Fébé Hôtel de Yaoundé. C'est à une sorte de ballet de sénateurs que l'on assiste depuis cet après-midi, car, n'ayons pas peur de mots, ces sénateurs avaient chacun regagné sa partie dans la partie également du pays, à ce qui se tournait un tout petit peu les pouces, avec donc la convocation de la plénière demain mercredi, donc 12 juin 2013, ces sénateurs arrivent de partout, de tous bords. Eh bien, c'est donc à un très bel ballet sénatorial que l'on assiste. Maintenant, pour ce qui est de l'hémicycle de Ngoï-Écolé, outre, n'est-ce pas, la toilette de Ganjou, c'est un calme relativement plat. C'est vous du côté donc du palais de verre de Ngoï. Nous allons donc sortir par là. C'est le gros sujet qui sera probablement très abordé donc au cours de cette session plénière. Je voudrais parler ici, au lendemain donc de la promulgation de la loi même portant un règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Quelles sont selon vous les grosses attentes même de tous ces sénateurs qui vont se déplacer demain vers l'hémicycle de Ngoï-Écolé? Eh bien, sans toutefois vouloir rentrer dans le fait, n'est-ce pas, des dieux, Constant Écolé, la grosse attente, c'est surtout fait par les 17 qui vont devoir siéger aux destinées, ou du moins présider aux destinées du Sénat. Eh bien, chacun voudrait bien se retrouver parmi ces 17, car ils auront leurs attributs, leurs véhicules, leur siège ici même au siège des institutions de la République. Eh bien, Constant Écolé, voilà un tout petit peu les tractations cet après-midi au niveau aussi bien de l'hémicycle de Ngoï-Écolé qu'au quartier général des sénateurs, attendez le Mont-Fébé Hôtel de Yaoundé. Très bien, vous restez donc en contact avec nous pour suivre cette actualité-là, puisqu'il va sans dire que d'ici la fin de la semaine, l'on sera enfin, ou alors on aura définitivement le visage de celui même qui va faire office de président de la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le président du Sénat, et par ailleurs la deuxième personnalité de l'État sur le plan du décor constitué. Voilà, donc nous serons avec vous demain et surtout nous souhaitons de passer une agréable soirée du côté de Yaoundé. Et cela dit, nous revenons dans cette édition d'information pour faire un tour au tribunal criminel spécial. C'était donc ce jour, 11 juin 2013, la première apparition d'Herman Adama, l'ancienne ministre de l'Éducation des bases, et ses 16 co-accusés étaient présentés pour la première fois devant le TCS. Et c'était donc à l'effet de répondre des faits de détournement des deniers publics en coercion évaluée à la somme de 210 millions de francs CFA. La cause a été renvoyée au 11 juin prochain pour permettre la mise en l'état du dossier. Compte rendu d'audience, Sadou Mamoudou, Salomon Foué, Apollinaire Zobembon pour le récit.
C'est le président du tribunal criminel spécial, Yap Abdou, qui conduit la collégialité qui porte la lourde responsabilité de diligenter le volumineux dossier de procédure relativement à l'affaire ministère public État du Cameroun contre Haman Adama et compagnie. En dehors des Blaise et les Bongo décidés, 17 personnes qui sont impliquées dans le cadre de cette procédure, dont 9 comparaissent libres et 8 sous mandat de dépôt et écroués à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis le 7 janvier 2010. L'audience de ce 11 juin consacrée aux préliminaires d'usage, dont l'identification des prévenus s'est très vite enlisée dans l'interprétation des dispositions de l'article 18 des textes fondateurs du tribunal criminel spécial relatif à la restitution du corps du délit et ses effets induits. Maître Atangana ici, qui conduit la défense d'Haman Adama, va dévoiler au tribunal criminel spécial la posture ambiguë de sa cliente qui a entièrement remboursé le montant à elle imputé, soit 210 millions de francs CFA sans pour autant bénéficier de l'arrêt des poursuites. Situation identique pour plusieurs provenus de cette liste qui restent en détention en dépit des montants restitués. Pour le procureur général, le ministère public donnera une réponse à toutes les demandes reçues au fin d'obtenir des arrêts de poursuites en temps opportun. Il a par conséquent requis l'ouverture des débats, arguant que de telles demandes n'ont pas d'effet interruptif sur la procédure. En résumé, on retrouve dans le box des accusés l'ancien ministre de l'Éducation des bases, un ancien directeur des ressources financières et maire de la commune de Bebda, un ancien sous-directeur du budget, un ancien secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, un ancien chef des services des marchés, un ancien président de la Commission des passations des marchés, un comptable matière, un ancien chef de la cellule informatique, un ancien contrôleur financier et des prestataires des services. La cause a été renvoyée au 11 juillet prochain pour la mise en l'état du dossier. Et voilà qui est une autre affaire qui reste au devant de l'actualité, c'est l'affaire Iya Mohamed. L'interpellation du directeur général de la Sodécoton a plongé la structure ainsi que sa ville natale dans la tristesse et la désolation, en croit nos correspondants permanents dans la partie septentrionale du pays. Entre simple prise de position et une éventuelle décision à tête chercheuse, chacun là-bas y va de son interprétation. Après donc le directeur général hier lundi, d'autres personnes, à savoir Abdoulaye Kessier de la direction générale et Fouagou Jean, chef du service en charge de la gestion des stocks de la structure, ont été arrêtés et conduits donc du côté de Yaoundé. Ils ont en effet rejoint Iya Mohamed au secrétariat d'État à la Défense. Les auditions se poursuivent et c'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Reparlons de ce crash d'avion de la société Coton Tchad, survenu le 10 juin dernier à l'aéroport de Ngaoundéré. Outre le copilote et mécanicien Sanoudji décédé, et les autres ont donc rejoint, qui est donc décédé des suites de ses blessures. Il faut dire que les autres passagers rescapés et blessés lors de cet accident ont regagné Djamena à bord d'un autre avion affrété par la société de Coton. Et sur les circonstances donc de ce crash, nos reporters ont rencontré ce mardi le commandant de l'aéroport de Ngaoundéré qui explique ici, à travers cette espèce sélectionnée par Daniel Atangana, les circonstances même de cet accident. Pour le moment, on ne peut vous dire que scientifiquement ce qui s'est passé. Nous avions un avion, on a reçu un message de survol, c'est-à-dire un avion qui devait survoler, ça veut dire un avion qui devait survoler notre espace. Arrivé au-dessus de notre espace, arrivé dans notre espace, il a demandé un déroutement pour problème technique. Le contrôleur lui a accordé ça, lui a donné les éléments pour la... Lorsque le contrôleur l'a rappelé pour lui demander pour les éléments complémentaires, c'est-à-dire vous êtes combien à bord, quelle est votre autonomie, c'est-à-dire vous avez combien de quantités de carburant pour voyager encore, ainsi les problèmes de routine, dans des cas pareils, le pilote n'a plus répondu. On a vu l'avion qui est venu, au lieu de prendre la piste 20, comme l'indiquait la météorologie, il a choisi la piste 02. Il a donc fait un touch, c'est-à-dire il a touché la piste, il s'est relevé dans l'idée de remettre le gaz pour recommencer peut-être. Et il est parti cracher dans un ravin à côté du Bire. Un motocycliste qui était avant ça, on m'a dit que c'est autour de 3 km. Bon, je ne peux pas le certifier, mais c'est à côté du Bire. Non loin d'ici. Nous avons couru sur place. Les éléments du BIR, mon personnel, mes camions, on a couru sur place.
On a cassé l'avion pour retirer les blessés. On les a évacués. L'ambulance du BI, ma voiture de piste, les a évacués. En éducation, les finissants du primaire sont à l'assaut du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. C'est depuis ce 11 juin sur l'étendue du territoire national. Ils sont plus de 360 000 à circuler donc dans les sous-centres des avants pour subir les premières épreuves de la journée. De l'avis des candidats, les sujets sont plutôt abordables et restent au niveau de l'élève moyen. À Ebolova, c'est le chef-lieu de la région du Sud et du département de la Villa. Le climat des avants dénote une sérénité parfaite en dépit de l'absence de quelques candidats. Les détails, lui, des Gozanga, à Kanjbanda, Bintoakoum pour le récit. La région du Sud dénombre 12 392 pour le CEP et 722 pour le First School Living Certificate. Les candidats attendus aux épreuves écrites et orales de ces examens certificatifs du ministère de l'Éducation de base démarrés ce 11 juin dans les 4 départements de la région du Sud. L'air plus ou moins anxieux et dont la tranche d'âge varie de 9 à 13 ans, ces candidats ont affronté dans la matinée pour cette première journée du 11 juin les épreuves d'études de texte de production d'écrit, de dictée et de sciences et éducation à la santé, et puis les épreuves d'activité pratique et les épreuves d'anglais. Le département de la Villa s'est déployé pour le succès de cet examen de fin du parcours scolaire du primaire grâce à l'équipe de supervision mise sur pied pour sillonner les 51 sous-centres dans les 8 inspections d'arrondissement. Et pour les statistiques, 3 796 candidats, 204 présidents et membres de secrétariat, 152 surveillants et 285 correcteurs se sont mobilisés pour cet examen pour mener à bien ce processus qui va déboucher à la publication des résultats dans 2 semaines. Enseignement général de base, bientôt de nouvelles filières insérées au programme de formation. Un atelier de 3 jours se tient depuis lundi et sur la question à Yaoundé à l'intention des inspecteurs pédagogiques nationaux chargés de l'enseignement de base. Ces derniers s'attelleront à l'élaboration des curricula des formations dans les écoles normales d'instituteurs selon l'approche par compétences. Ce vaste programme devrait donc déboucher d'ici 2015 à l'introduction de nouveaux champs de compétences professionnelles dans ce mode d'enseignement, à savoir le préscolaire, l'enseignement fondamental et l'éducation inclusive. Explication Florian Payot, Alexis Cloudamourou, Albertine Bijaga. De nombreuses études réalisées au Cameroun révèlent l'inadéquation entre la formation dispensée dans les établissements et les réalités du monde de l'emploi du fait de la désétude des programmes de formation. Pour pallier à cette situation, le ministère de l'Enseignement secondaire s'attelle depuis quelques années à inverser ces tendances à travers des réformes portant sur les filières de formation. Nous voyons les acteurs utiles sur le terrain pour l'apprenant, dès qu'il sort de nos écoles, quelles sont les compétences qu'il a besoin pour s'insérer harmonieusement dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail. C'est valable pour ceux qui font les techniques industrielles et c'est valable également pour l'enseignant. Parce que même l'enseignement est un métier. Quand il sort, il doit avoir un certain nombre de compétences pour exercer le métier. Cela est vérifiable pour l'enseignement technique, mais c'est également vérifiable pour l'enseignement normal général. L'atelier de formation ouvert ce lundi à Yaoundé par le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires à l'intention d'une trentaine d'inspecteurs pédagogiques nationaux vise à outiller ces derniers sur les exigences de la nouvelle approche par compétences. Il s'agira pour ces pédagogues d'élaborer les meilleurs outils didactiques à implémenter dans les écoles normales des instituteurs de l'enseignement général et Niège pour qu'une fois sur le terrain, ils garantissent à leurs apprenants une meilleure insertion dans la vie socio-professionnelle. Cette révision doit se faire selon l'approche par les compétences pour mieux répondre, n'est-ce pas, aux besoins du milieu socio-professionnel. Et cette approche par les compétences, ce n'est pas tous les inspecteurs qui l'ont déjà, notamment ceux qui viennent d'être nommés au ministère des Enseignements secondaires, particulièrement l'enseignement normal général. Il y a également de nouveaux champs de compétences qu'il faut inclure dans les programmes, notamment le préscolaire, l'enseignement fondamental ou encore l'éducation inclusive. Il est à noter que cette vaste réforme en cours de mise en œuvre dans l'enseignement général normal s'inspire de la loi d'orientation de 1998 et a d'ailleurs commencé à être expérimentée dans l'enseignement normal technique avec notamment l'introduction de 8 spécialités. Il s'agit entre autres de la bureautique, la communication administrative, la restauration, la comptabilité et la gestion, la menuiserie, l'ameublement,
la couture floue, la maintenance industrielle. S'agissant de l'enseignement général de base, le MINSEC envisage d'insérer d'ici 2015 3 champs de compétences, le préscolaire, l'enseignement fondamental, l'éducation inclusive. Tous prendront en compte l'approche handicap, l'éducation non formelle et l'alphabétisation. Sur la route, la commune d'arrondissement de Douala 3e est en activité et sur les voies secondaires de sa cité. Des engins reprofilent l'Ars commissariat 8e lycée de Yac, Carrefour Espoir, depuis ce 11 juin 2013. L'action ainsi entreprise vise à désengorger le très sollicité Ars Nyalan de Koti, actuellement en chantier. Le travail, en croit le maire Oumar Fadil, s'étendra à d'autres localités de sa municipalité. On fait le point avec Serge Tetka et Benoît Dokmo. À l'avenue des Caterpillars, pour l'ouverture de la nouvelle saison de reprofilage des routes de Douala 3e, la population pousse un ouf de soulagement. À regarder les engins à l'œuvre, elle voit sa difficulté à se mouvoir se dissiper. Avant, on était très bloqués, mais aujourd'hui, c'est toute une fierté. Si vous voulez regarder, interroger d'autres populations, là, vous allez voir, ils vont vous dire. Vous voyez que regardez comment les gens sortent pour regarder. Regardez comment les populations apprécient. Côté circulation des motos et autres, pas d'inquiétude, c'est une nouvelle ère. À partir du moment où le pont est déjà passé, la route également, vraiment, nous ne pouvons être que fiers et demander au maire de continuer davantage. Les engins sont rentrés en chantier ce 11 juin à la satisfaction des populations qui trouvent en elles le début de solution à quelques problèmes. Sur le terrain, le maire assure, la campagne ainsi lancée va devoir se poursuivre. Sa commune ayant acquis de nouveaux engins pour le faire. Je sais que Douala 3e est une grande commune avec beaucoup de routes secondaires. Ces engins étant insuffisants, nous faisons à la limite de nos moyens. Nous avons un chronogramme, comme vous l'avez dit, à reprofiler les routes secondaires. Nous avons déjà commencé et nous continuerons donc à le faire jusqu'à l'aboutissement, n'est-ce pas, de nos objectifs. Pour tout, l'axe commissariat du 8e lycée de Yac Dibong 1, Espoir, se veut une voie incontournable pour le désengorgement de Ndokoti. Et l'avoir construite, c'est remplir l'une des missions échues à la commune. Le chronogramme prévoit le déploiement ailleurs sur l'étendue de la municipalité. Restons toujours dans la cité pour constater que la circulation est fortement perturbée ces derniers jours sur certains axes de la capitale économique du pays. Ce 11 juin 2013, l'entrée ouest de la ville de Douala, c'est-à-dire à Bonaberi, présentait un visage embouteillé. Et pour cause, la réfection des dégâts causés sur la chaussée non loin de l'hôtel de ville de l'arrondissement de Douala 4e par l'entreprise en charge de la production et surtout du transport de l'eau au-delà du pont sur le Vouri. Éric Tiché et Jean-Jacques Ondoa nous en disent plus. L'ancienne route de Bonaberi, nouvellement réhabilitée, s'est avérée étroite ce 11 juin pour accueillir les véhicules entrant et sortant dans cette partie de la ville. Au lieu d'y garage, tous les véhicules à destination du rond-point d'Edo sont sommés de regagner l'ancienne route par une déviation, tandis que celles qui y reviennent sont directement orientées sur cette même voie par les éléments de la police nationale. Et du coup, la situation a donné lieu à un énorme bouchon interminable sur le pont sur le Vouri et un grand manque à gagner aux commerçants situés dans la zone circonscrite pour effectuer les travaux. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, il faut qu'ils font ça seulement bien. S'ils font ça, qu'ils font ça bien. Depuis qu'ils ont creusé, ils les ont laissé les accidents. Les gens vont mourir même ici là. À cause de ça, c'est là qu'aujourd'hui qu'ils ont choisi, peut-être qu'ils vont venir faire ça. Bon, s'ils font ça bien, c'est une bonne chose. En effet, ces désagréments sont causés par des travaux de réfection des creux dus au passage des tuyaux transportant des eaux de la centrale de captage d'Ayato en vue d'une meilleure distribution de ce liquide précieux dans la ville. Il est important de noter que la communauté urbaine de Douala prendra le relais dans les prochains jours pour entreprendre les travaux d'aménagement dans cette zone en respect avec le chronogramme établi. Dans la région de l'Est, les maires, les responsables du ministère des marchés publics et ceux du programme national de développement participatif se concertent pour améliorer les conditions de vie des populations. La télé relative s'est achevée ce 11 juin 2013 à Bertois. C'était en présence du gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adibois. Il était question au cours de ces assises de redéfinir les rouages de passation des marchés, mais surtout de respecter les procédures simplifiées de la Banque mondiale dans la mise en œuvre des activités du PNDP. Compte rendu Roméo Tignan et Nesta Teba, Binto Akoum pour le récit.
À l'ouverture de cet atelier, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, le gouverneur de la région, a dit toute la disponibilité et l'engagement du gouvernement camerounais à faire des villes et communes de l'Est un véritable creuset de développement. La région de l'Est compte 33 communes et parmi celles-ci, 11 n'ont toujours pas mobilisé leur contribution pour un total de 123 micro-projets. Nous pouvons simplement noter que sur les 33 communes de la région de l'Est, seules 11 traînent encore le pas parce qu'il était question qu'elles puissent apporter leurs 10% dans les contributions de réalisation de ces micro-projets. La cellule régionale de coordination du Programme national du développement participatif de l'Est, à travers les conventions signées entre elle et les communes de l'Est, se trouve en difficulté dans la mise en œuvre de ces activités, surtout dans le cadre de passation des marchés. Pour ce qui concerne les projets de PNDP, les procédures des bailleurs de fonds sont très importantes. On les prend en compte pendant la passation des marchés. Nous voulons donc échanger avec les marchés publics et toutes les commissions qui vont intervenir au niveau de la région de l'Est afin qu'elles puissent prendre en compte ces procédures simplifiées de la Banque mondiale pendant les différentes passations de marché des micro-projets du PNDP dans la région. 71 participants prenaient part à cet atelier d'un jour, dont 31 magistrats municipaux. Axés sur 4 points, l'objectif global de la concertation était de permettre aux participants d'avoir une même compréhension des procédures de passation des marchés financés par la Banque mondiale dans le cadre du PNDP. Satisfait-il remarquer au niveau des débats, les résultats sur les terrains sont attendus, mais à l'issue des travaux, la circulaire du ministre Abassadou des marchés publics, datée du 20 mars 2013, a été remise aux participants afin qu'ils en fassent bon usage. À l'étranger, Turquie, la police fait évacuer la place Taksim à Istanbul. En Afrique du Sud, pas d'amélioration de l'état de santé de Nelson Madiba Mandela au 4e jour de son hospitalisation. Et puis on parle de grève avec ce mouvement social des aiguilleurs du ciel. 1800 vols ont été annulés en France. La mouture de l'actualité internationale, l'AFP. La tension monte d'un cran en Turquie au 12e jour de la contestation. Tôt ce matin, la police anti-émeute a fait évacuer Manu Militari, la place Taksim à Istanbul. Au bout de 3 heures d'échauffourée, les forces de l'ordre sont parvenues à éloigner les manifestants du centre de la place. Le coup de force intervient alors qu'une rencontre entre le Premier ministre Erdogan et des représentants de la contestation est prévue mercredi. 4e jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela et pas d'amélioration de son état de santé selon la présidence sud-africaine. L'ex-président fait toujours l'objet de soins intensifs au Mediclinic Heart Hospital à Pretoria, une clinique désormais sous surveillance policière. Grève des aiguilleurs du ciel en France. Ils dénoncent le projet de réforme de Bruxelles visant à créer un ciel unique européen, un mouvement social qui entraîne l'annulation de plus de 1800 vols. De Paris à Lille, un hommage national rendu à Pierre Mauroy 4 jours après sa mort. Aux Invalides, la cérémonie a été présidée par le président François Hollande qui a notamment salué le réformisme de l'ancien Premier ministre. La dépouille de Pierre Mauroy rejoindra ensuite Lille où son corps sera exposé à l'hôtel de ville. C'est l'un des plus grands événements du monde dans sa catégorie. Le Festival international du film d'animation d'Annecy a ouvert ses portes jusqu'au 15 juin. Au programme 236 films de 45 pays, avec une mention spéciale pour la production polonaise cette année. À retenir de cette édition d'information, Sénat, on s'achemine vers la mise en place du bureau exécutif de la Chambre haute du Parlement. Les tractations pour le faire animeront certainement les coulisses de la plénière annoncée pour ce mercredi 12 juin 2013. La convocation de cette trouvaille est faite par le doyen du bureau d'âge, choisi lors de la session de plein droit du 14 mai dernier. Cette session intervient au lendemain de la promulgation de la loi portant règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement par la présidence de la République. Vous avez eu le compte rendu et surtout le temps qu'il fait, l'actualité telle qu'elle tourne, autour même du Sénat, de la Chambre haute du Parlement ou alors de l'Assemblée nationale. Du côté de Yaoundé, avec notre correspondant permanent, Sadou Mamoudou. Et puis justice, Amanadama à la barre, l'ancienne ministre de l'Éducation de base et ses 16 co-accusés étaient présentés pour la première fois devant le tribunal criminel spécial ce 11 juin 2013 à Yaoundé. C'était à l'effet de répondre des faits de détournement des deniers publics en coaction évaluée à la somme de 210 millions de francs CFA. La cause a été renvoyée au 11 juillet prochain pour permettre la mise en l'état du dossier.
Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci surtout de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. L'information est en continu. Bonsoir.